Alors, mesdames, messieurs, dans la salle, mesdames, messieurs, en ligne, bonne fin d'après-midi. Mon nom est Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public et il me fait plaisir de vous inviter à cette cinquième et dernière conférence de notre série sur les thématiques intemporelles du droit. La séance d'aujourd'hui est organisée évidemment par le CRDP, mais en partenariat avec la chaire en gouvernance et droit du commerce international, dirigée par mon collègue Hervé Prince, qui donc vous transmet ses salutations. Et donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas assisté aux autres conférences de ce cycle, d'abord, je vous invite à les consulter en ligne. Euh, Plusieurs y sont déjà. L'idée du cycle m'est venue du fait que dans le bureau du directeur du CRDP, nous avons une collection qu'on a appelée la collection rouge et vous aurez deviné pourquoi. Et cette collection reprend certaines des premières études qui ont été faites par les chercheurs du CRDP au début des années 60 jusqu'au début des années 70. Et en fouillant dans ces travaux, bien, on retrouve des thématiques comme le suggère le titre du cycle de conférence, des thématiques qui sont en quelque sorte intemporelles ou tout au moins qui soulèvent toujours plus de, mon Dieu, 65 ans après leur rédaction, ou 60 ans en l'occurrence pour cette étude, bien, suscite encore évidemment plusieurs réflexions et plusieurs questionnements. Et donc, parmi ces études, bien, je suis tombé sur une étude de Michel Pourcelet, étude publiée en 1965, donc 4 ans avant même qu'on marche sur la Lune, sur l'aéronautique au Canada. Et donc, pour parler de ces questions de l'aéronautique et du droit de l'aéronautique et finalement du droit de l'aérospatial, eh bien, nous sommes très chanceux d'avoir dans la grande famille du CRDP et de la Faculté de droit de l'Université de Montréal une collègue, Maria Manoli, qui est professeure adjointe à l'Université d'Aberdeen. Professeur adjointe est toujours une traduction un peu étrange pour les universités européennes. Là, c'est un UK lecturer qui a l'air beaucoup plus officiel et qui est plus à la hauteur de ses compétences et son travail. Donc, c'est une doctorante d'ici au Québec. Elle a étudié et a fait sa thèse à l'Université McGill, a eu plusieurs honneurs, participe dans des conférences un peu partout à travers le monde. Nous discussions dans mon bureau tout à l'heure, conférences en France, puis en Australie, puis en Italie, puis retourne aux États-Unis et ainsi de suite. La plupart des globetrotters que je connaisse seraient étourdis à simplement entendre son agenda de conférences. Et donc, nous sommes choyés, nous sommes heureux, nous la remercions de nous avoir incorporés dans cet horaire très serré et d'être venu nous parler, nous adresser quelques mots ici à Montréal. Je vous rappelle que la présentation de la professeure Manoli devrait durer environ 45 minutes, puis il y aura une période de questions. C'est une jeune maman et les enfants sont pas très loin. Donc, la période de questions sera relativement raccourcie pour qu'elle puisse aller s'occuper des bambins qui sont à quelque part dans le corridor présentement. Donc, un merci de plus pour ce dévouement à notre cycle de conférence. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à la professeure Manu. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Et merci aussi au Centre de recherche en droit public de m'avoir invité afin de soulever quelques questions d'actualité dans les domaines du droit spatial. Je suis particulièrement heureuse de constater que la réglementation et la gouvernance de l'espace extra-atmosphérique intéressent le Centre à l'Université de Montréal. Et j'ai hâte de discuter avec vous de plusieurs questions de droit et de gouvernance dans les contextes du droit de l'espace extra-atmosphérique qui sont présentes à l'échelle mondiale. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je voudrais mentionner que cette présentation et ces sujets sont très bien placés en fait dans cette faculté de droit. Historiquement, le droit aérien spatial était enseigné dans cette faculté
il y a environ 74 ans maintenant, par le professeur Nicolas Mates-Comat, un juriste d'origine roumaine, professeur à la faculté de droit ici de 1951 jusqu'à 1968. Il a créé le chaire de droit aérien, par suite rebaptisé chaire de droit aérien et spatial, ici à la faculté de droit de l'Université de Montréal en 1951. Et ce fut en fait la première chaire de droit aérien spatial de Montréal et au Canada en général. Donc, historiquement, ce lieu a des liens avec l'une des plus grandes personnalités dans le domaine du droit aérien spatial. Revenons maintenant au sujet de la discussion d'aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui est de présenter l'évolution du droit de l'espace d'une manière contextualisée afin de mettre en lumière non pas tant la substance du droit et les façons dont il se présente aujourd'hui, mais surtout ses structures et ses institutions et les raisons qui ont conduit à sa forme passée et actuelle. Pourquoi, par exemple, le droit spatial était autrefois un domaine du droit exclusivement issu d'instruments juridiques internationaux contraignants, mais qu'aujourd'hui, nous en avons de moins en moins et de plus en plus de soft law. Et en fait, cette tendance vers le soft law existe depuis les années 80. Sur les diapos, la majorité du contenu est en anglais, car la majorité des documents sur le droit spatial n'ont pas de traduction officielle ou ont une traduction qui ne reflète pas leur contenu très bien. Donc, je vais parler de la genèse du droit de l'espace et de certains instruments du droit souple qui sont apparus pendant ces 5 dernières décennies. Le but est d'illustrer l'absence de documents contraignants pendant ces 5 dernières décennies. Malgré les avancées technologiques dans les domaines des sciences et de l'ingénierie spatiale. Donc, la réglementation de l'espace extra-atmosphérique est historiquement liée au traité sur l'espace extra-atmosphérique. Mais actuellement, on voit que la gouvernance des utilisations de l'espace est dirigée par les acteurs privés, par l'influx des acteurs privés, des entreprises spatiales comme par exemple celle d'Elon Musk, qui sont parfois impliquées dans la politique aussi, comme on a récemment vu. Je voudrais profiter de l'occasion de cette présentation pour présenter aussi les aspects très concrets du droit spatial, de parler de ses débuts, poursuivre avec sa gouvernance actuelle, de parler de son évolution historique en tant que cadre centré sur l'État, fait par des États pour des États, et discuter de son développement moderne qui n'est plus basé sur des règles contraignantes, mais plutôt sur des instruments du droit souple, sur une gouvernance par des acteurs. Je viens de parler des aspects concrets du droit spatial. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la genèse du droit spatial n'est pas liée à la création soudaine d'un régime juridique idéaliste qui promouvait l'absence de souveraineté, de propriété dans l'espace extra-atmosphérique en tant que valeur fondamentale. Cela fait bien sûr partie de l'histoire du droit international de l'espace, mais ses origines sont enracinées dans un contexte beaucoup plus concret que ça. En réalité, la première fois que le terme outer space, espace extra-atmosphérique, apparaît dans un instrument international,
C'est en novembre 1957, juste un mois après le lancement de Sputnik 1, le premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre. Et je fais référence à une résolution sur le désarmement ici. Une résolution sur le désarmement qui appelait à la conclusion d'un accord entre les États en mettant l'accent sur les États de la conférence du désarmement de cette époque pour entreprendre une étude conjointe en vue de la mise en place d'un système d'inspection garantissant que l'envoi d'objets vers l'espace sera fait seulement seulement en défense pacifique. Donc, cela se produit environ un mois, si seulement, pour être plus précise, après le lancement de Sputnik 1. En même temps, nous sommes dans les années 50, en pleine guerre froide, entre les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'ex-Union soviétique, qui étaient en même temps les deux principaux acteurs dans le domaine des activités spatiales à l'époque. Et la peur générale de l'utilisation d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive dans le contexte de la guerre froide est aussi une réalité à ce moment-là. Donc, dans ces contextes, la première fois que le terme espace extra-atmosphérique est apparu dans le droit international n'est pas dans les contextes d'un document spécifique au droit spatial, mais dans les contextes de l'esprit général de désarmement qui était en vigueur dans le droit international généralement à cette époque. Un an plus tard, en 1958, le comité spécial sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique a été créé comme un comité ad hoc à ce moment. Le mandat de ce comité a été confirmé un an plus tard, en 1959. À ce moment, ce comité a été transformé en ce que nous connaissons aujourd'hui comme the United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space. Donc, le comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique sur les auspices des Nations Unies. Aujourd'hui, ce comité est la seule structure internationale que nous avons en ce qui concerne la gouvernance mondiale de l'espace. À ce jour, il n'existe pas d'organisation spatiale internationale. C'est sûr qu'il y a l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est basée ici à Montréal. Mais cette organisation, cette agence spécialisée des Nations Unies, se concentre sur l'aviation civile et ne s'occupe pas de l'espace. Nous avons aussi l'Union internationale de télécommunications, une des plus grandes organisations internationales, sinon le plus grand. C'est une agence spécialisée qui a été créée en 1865 sous le nom de l'Union internationale du télégraphe. L'Union internationale des télécommunications est considérée aujourd'hui comme la plus ancienne organisation des Nations Unies, du système des Nations Unies, mais ne réglemente qu'une petite partie de l'espace extra-atmosphérique. Sa fonction se limite à la gestion du spectre et de fréquence. Donc, pour revenir à la création du cadre actuel du droit international de l'espace, le prochain instrument à mentionner le terme espace extra-atmosphérique est une autre résolution sur le désarmement qui date de 1963. Une résolution sur le désarmement général, encore une fois, désarmement général et complet dans le but de limiter la propagation de la course aux armements dans l'espace. L'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins non pacifiques était une possibilité qui avait déjà été prévue dans les années 50 et c'est d'ailleurs la raison d'être de la création du droit spatial.
Cette résolution, la résolution de désarmement de 1963, incitait les États à s'abstenir de placer en orbite autour de la Terre des objets transportant des armes nucléaires ou des armes de destruction massive et mentionnait spécifiquement les corps célestes en interdisant l'installation de telles armes sur les corps célestes. Nous sommes encore en 1963 et nous n'avions pas encore d'instrument juridique international spécifique au droit spatial, ni contraignant ni non contraignant. Jusqu'à présent, tout ce que nous avions, ce sont des résolutions sur les désarmement et la réglementation de l'espace apparaissaient comme une question secondaire dans le contexte du désarmement global et de la réduction des armements. Même le premier instrument juridique international contraignant qui traitait de la réglementation de l'espace extra-atmosphérique a vu les jour dans le contexte du désarmement. Et la question de la réglementation de l'espace extra-atmosphérique n'était qu'une question secondaire, encore une fois, et non le sujet principal. Je vais parler ici du traité d'interdiction des essais nucléaires de 1963, signé en août 1963. Ce traité prévoyait l'interdiction et la prévention des explosions nucléaires expérimentales ou de toute autre explosion nucléaire dans l'atmosphère, dans l'espace, entre autres. Le traité d'interdiction des essais nucléaires est donc la première fois, le premier instrument juridique international contraignant qui mentionne le terme espace extra-atmosphérique. Et c'est le plus important peut-être que le traité sur l'espace extra-atmosphérique. Jusqu'à présent, nous voyons comment la réglementation de l'espace n'est pas quelque chose d'utopique, n'est pas quelque chose d'idéaliste, mais plutôt quelque chose de très concret, quelque chose de politique qui visait à répondre à la menace de l'utilisation de la force par le biais d'une course aux armements ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire. C'est pourquoi, à contrario, l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique a toujours été présentée comme liée à l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique ou exclusivement pacifique pour reprendre la terminologie utilisée dans ce premier document de désarmement. La même année et déjà depuis 1961, la question de la réglementation des utilisations de l'espace extra-atmosphérique est devenue une question distincte dans les discussions au sein des Nations Unies. Et nous avons assisté à l'émergence des documents, d'abord des droits non contraignants, comme les résolutions de l'ONU, et plus tard des documents contraignants. Donc, la première résolution de l'ONU qui se concentre spécifiquement sur l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et la résolution sur la coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Et nous voyons ici comment la terminologie des utilisations pacifiques réapparaît. Dans la même année, nous avons la déclaration sur les principes juridiques régissant l'utilisation et l'exploration de l'espace extra-atmosphérique. Donc, on est toujours dans la même année que le traité sur l'interdiction des essais nucléaires. Le traité sur ce traité a été signé en août. Comme j'ai déjà mentionné, la résolution et les déclarations ont été signées 3 mois plus tard. Au même moment, le traité sur l'espace extra-atmosphérique, qui est considéré comme le pin dorsal du droit international de l'espace extra-atmosphérique, était déjà en cours d'élaboration. Et donc, les deux principaux négociateurs de ce traité étaient les dérivés de la guerre froide, les États-Unis et l'ex-Union soviétique, deux pays aux idéologies et aux croyances complètement différentes, mais
qui ont cependant réussi à se mettre d'accord sur des questions d'importance globale, d'importance mondiale, comme l'utilisation d'un domaine d'intérêt global, qui est l'espace extra-atmosphérique. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique est un instrument à caractère humanitaire qui promeut l'utilisation et l'exploration de l'espace extra-atmosphérique dans l'intérêt commun de tous les pays, et introduit des conseils, des principes tout à fait novateurs pour l'époque, tels que l'interdiction de la souveraineté ou de l'appropriation ou de l'occupation de toute autre manière de l'espace extra-atmosphérique. Aujourd'hui, ce traité est signé par 116 États. Il s'agit donc d'un traité majeur de droit international public et il a été respecté jusqu'à présent. Ce traité compte aussi 20 États qui ont signé mais pas ratifié le traité. Ce traité n'a jamais été modifié ou amendé et c'est un traité de principe, un traité de principe et de règles très, très générales comme tel qu'indiqué par son titre. C'est donc un traité qui définit la dynamique générale dans les domaines des activités spatiales et qui est centré sur l'État en tant qu'acteur principal et sur la question des activités spatiales. Bien sûr, ce n'est plus le cas aujourd'hui, alors que l'afflux d'acteurs privés a commencé à changer la dynamique, mais nous parlerons des acteurs privés un peu plus tard. Ce qui a distingué ce traité d'autres instruments et son caractère inclusif et sa promotion des intérêts du pays les moins favorisés, c'est-à-dire le pays en développement sans capacité spatiale majeure, en promouvant les conseils d'égalité et de participation égale de tous les pays à l'utilisation et à l'exploration de l'espace extra-atmosphérique sans aucune forme de discrimination, comme mentionné dans l'article 1 du traité, sans en même temps ignorer les intérêts de pays les plus puissants et avec des capacités technologiques spatiales avancées. Donc, un très, très bon équilibre ici. À raison de tous ces conseils et d'une terminologie inspirante, le traité sur l'espace extra-atmosphérique a souvent été critiqué par les chercheurs dans les domaines du droit international et du droit spatial comme un traité très romantique et idéaliste, déconnecté de la réalité, mais c'est toutefois pas vrai. Les raisons qui ont conduit à ces concepts inspirants sont liées à la politique de l'époque, et plus précisément le fait qu'il n'était dans l'intérêt de personnes à l'époque d'autoriser les droits exclusifs, tels que les droits de propriété ou de souveraineté dans l'espace extra-atmosphérique, seulement en raison de la crainte d'une guerre nucléaire et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins non pacifiques. N'oublions pas que de telles utilisations spatiales s'étaient avérées être une possibilité avec le lancement de Sputnik 1 en orbite. Il apparaît donc que l'utilisation, mais aussi la réglementation de l'espace était à l'époque une question réservée aux États et ne laissait pas de place aux acteurs privés, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs privés sont impliqués. Cependant, le cadre juridique international reste le même. Il s'agit du traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967. OK, c'est ici. Que je viens de mentionner, l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes, et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique de 1968, qui traite du sauvetage et du retour des astronautes en cas d'urgence, de détresse ou
et aussi des retours des objets spatiaux. Et on a aussi la Convention sur la responsabilité de 1972 qui réglemente la responsabilité en cas de dommages causés par des objets spatiaux. La Convention sur l'immatriculation ou enregistrement de 1976 qui introduit un mécanisme d'enregistrement au niveau national et encore au niveau international pour un meilleur suivi de tous les objets spatiaux lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Et on a aussi l'accord sur la Lune de 1969 qui a été entré en vigueur 5 années plus tard, en 1984, qui traite l'utilisation et l'exploration ainsi que l'exploitation des corps célestes et leurs ressources. Et je viens de mentionner le traité sur la Lune, le traité sur la Lune de 1969. Et c'est à cette époque que nous avons eu le dernier instrument juridique international contraignant dans le domaine du droit spatial. Depuis lors, nous n'avons pas eu de traité multilatéral international dans le domaine des activités spatiales. Mais nous avons eu de nombreux instruments de droits non contraignants dont nous parlerons dans un instant. Et cette absence de droit international de l'espace contraignant illustre deux choses. Premièrement, que le cadre juridique international existant présentement et qui devient des années 50, 60, 70 est toujours d'actualité. Et fonctionne très bien en termes d'établissement de principes et des règles générales d'exploration spatiale. Et deuxièmement, qu'en même temps, les États sont réticents à être liés par d'autres normes contraignantes et qu'ils considèrent plutôt que le droit souple est une alternative adéquate. Mais ce virage vers le soft law s'explique aussi par l'afflux d'acteurs privés qui modifient la dynamique de la gouvernance spatiale traditionnelle. Revenons aux dispositions du traité sur l'espace extra-atmosphérique par un exemple de la façon dont cela se produit. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique introduit un mécanisme novateur en termes de responsabilité internationale des États pour les activités spatiales. Plus précisément, l'article 6 du traité sur l'espace extra-atmosphérique place les États au centre de la responsabilité internationale et elle les considère comme les seuls acteurs internationaux de l'espace capables d'assumer une responsabilité internationale, même pour les activités des acteurs privés. Et ce que l'on voit dans le texte utilisé dans l'article 6 du traité, sur la base duquel les États assument la responsabilité internationale de leurs activités ainsi que des activités de leurs entités ou organisations gouvernementales, mais aussi non gouvernementales. En vertu des mécanismes de responsabilité du droit international, les États ne sont responsables des actes de leurs acteurs privés que s'ils les ont mandatés ou les ont acceptés a posteriori, mais par contraste, dans les domaines des activités spatiales internationales, les États sont responsables des actes de leurs acteurs spatiaux privés, quelle que soit la relation de mandat entre l'État et l'acteur privé. Et, en effet, le droit international de l'espace impose une norme élevée de responsabilité à l'égard de l'État qui exige que celui-ci exerce un contrôle permanent sur les activités de ses acteurs publics ou privés. C'est-à-dire, cet article oblige les États à veiller à ce que les activités ainsi que les activités de leurs acteurs spatiaux privés respectent les normes et les règles du droit international de l'espace et plus généralement du droit international public.
Et c'est précisément pour cette raison que les États restent responsables des activités de leurs acteurs privés. Car si des acteurs privés ne respectent pas des règles du droit international, cela signifierait alors que les États n'ont pas suffisamment encadré leurs activités. C'est dans ces contextes que réside également l'obligation des États d'autoriser et par la suite d'octroyer une licence pour les activités spatiales, de sorte que si un État autorise et octroie une licence à un acteur privé, spatial privé, pour une certaine activité et que celui-ci viole les règles du droit international, c'est l'État qui est responsable de l'activité de l'acteur spatial privé. Et la raison pour laquelle le mécanisme de la responsabilité des activités spatiales diffère du mécanisme général de la responsabilité des États en droit international est due à des raisons historiques et politiques et à l'histoire de la négociation du traité sur l'espace extra-atmosphérique. Plus précisément, c'est la rivalité entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique qui a influencé le mécanisme de responsabilité. Nous voyons dans les travaux préparatoires du traité que les États-Unis cherchaient à se doter d'un cadre juridique favorisant l'implication directe des acteurs privés dans les activités spatiales, tandis que l'Union soviétique souhaitait que toutes les activités spatiales soient menées par des entités gouvernementales. Ces deux positions sont très différentes, mais en raison de la nécessité urgente d'avoir des règles sur l'exploration de l'espace extra-atmosphérique qui venait de commencer, les deux superpuissances se sont mises d'accord sur un compromis qui est reflété dans l'article 6 du traité. Sur la base de ces compromis, les acteurs privés devaient être autorisés à participer aux activités spatiales, mais sur le contrôle et la supervision de l'État, qui serait sur des États qui seraient ceux qui resteraient responsables en dernier ressort des activités spatiales non gouvernementales. Et cela explique les particularités de cette disposition. Aujourd'hui, le mécanisme de responsabilité est intéressant dans le contexte des acteurs spatiaux actuels et montre que le moment est peut-être venu de révéler le seuil de responsabilité des acteurs spatiaux privés compte tenu de leur participation accrue aux activités spatiales et de leur pouvoir. Nous avons tous entendu parler d'Elon Musk et de sa société SpaceX, de ses méga constellations de satellites Internet. Les constellations de satellites sont des constellations faites de nombreux petits satellites qui ont la capacité de fournir des services de communication très stables à la Terre, principalement l'Internet. C'est ainsi qu'Elon Musk a lancé il y a quelques années Starlink, une constellation de satellites qui fournit un accès très, très stable à Internet. Donc, en février 2022, seulement 3 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Elon Musk, à la demande de l'Ukraine, a activé Starlink en Ukraine et donné accès à Internet dans le pays, remplaçant ainsi l'infrastructure Internet précédente qui avait été détruite en raison de l'invasion de Viasat, satellite Viasat. Apparemment, Starlink n'était pas seulement utilisé par des civils, mais aussi par du personnel militaire ukrainien, facilitant ainsi les infrastructures de communication militaire critiques dans le pays. Et c'est intéressant d'un point de vue de l'espace extra-atmosphérique et d'un point de vue du mécanisme de responsabilité. Starlink est une constellation gérée par une société spatiale privée américaine, ou était, qui avait toutefois été autorisée à mener les opérations d'accès à Internet par le gouvernement américain, qui, sur la base du mécanisme de responsabilité du droit spatial international, était responsable en dernier ressort des activités de Starlink et avait l'obligation de superviser en permanence les activités de cette société.
La question naturelle est donc de savoir si les États-Unis peuvent être considérés comme ayant été impliqués dans les conflits par le biais de l'infrastructure et leur acteur spatial privé qui a facilité les communications directement liées aux opérations de défense militaire de l'Ukraine ou non. Et par conséquent, du point de vue de l'acteur, il est également intéressant de voir comment les acteurs spatiaux privés et leurs activités spatiales ont la capacité d'influencer l'issue de guerre. À cela, nous pouvons également ajouter qu'Elon Musk a lancé environ 7000 satellites et microsatellites au cours des 2 dernières années, et ce qui est un nombre incroyablement élevé si l'on considère que le nombre total de satellites fonctionnels dans l'espace ne dépasse pas les 20 000. Nous pouvons donc constater le pouvoir et les capacités des acteurs privés, des acteurs spatiaux privés, alors que le cadre réglementaire du droit international de l'espace reste centré sur l'État et place les acteurs privés derrière les États en matière de responsabilité internationale. Maintenant, pour contextualiser encore plus cela, nous pouvons également examiner comment Starlink a été récemment utilisé par les États-Unis comme levier contre l'Ukraine. En effet, comme nous le savons, il y a quelques semaines, les États-Unis ont demandé à l'Ukraine d'accorder aux entreprises américaines 50% de leurs rares minéraux. La proposition a été rejetée par l'Ukraine, mais le point clé des négociations a été la capacité des États-Unis à couper l'accès à Internet Starlink et de cette manière à priver les civils et les militaires ukrainiens de leur accès à ce système de communication essentiel. Ainsi, les États-Unis ont utilisé les capacités technologiques d'un acteur spatial privé en tant que levier dans le cadre de leurs négociations avec l'Ukraine, indépendamment du résultat de ces négociations. Et c'est là que nous voyons à quel point le rôle des acteurs spatiaux privés peut être important, non seulement dans les contextes des activités spatiales, mais aussi dans les contextes géopolitiques mondiaux et en ce qui concerne la dynamique du pouvoir entre les États. Jusqu'à présent, j'ai essayé de donner un aperçu des éléments les plus importants du droit international de l'espace qui ont traditionnellement façonné son contenu et des défis auxquels il est confronté aujourd'hui en raison de la présence accrue des acteurs privés spatiaux. Mais voyons aussi comment le droit spatial international évolue et s'adapte à ces défis. Les cas échéants. Le principal défi auquel le droit international de l'espace est confronté, donc l'afflux d'acteurs spatiaux privés, est la présence d'un cadre juridique centré sur les États. En même temps, nous avons mentionné plutôt que l'accord sur la Lune, signé en 1979 et entré en vigueur 5 ans plus tard, est le dernier instrument juridique international ayant un caractère contraignant. Cela signifie que pendant plus de 45 ans, les États n'ont pas eu besoin ou n'ont pas été en mesure de réglementer les questions spatiales modernes et de s'accorder sur un nouveau cadre juridique. Ce que l'on constate en fait dans le développement moderne du droit spatial, c'est la tendance que les États ont à s'appuyer sur les droits souples. Nous n'avons peut-être pas eu beaucoup d'instruments multilatéraux de droits contraignants depuis les années 70, mais nous avons eu une série d'instruments de droits souples qui se sont concentrés sur les comportements des États et ont introduit des règles de comportement et des normes ainsi que de pratiques recommandées. Nous avions également une série de lois nationales qui traitent de questions controversées au niveau interne sans toujours respecter les lettres et l'esprit du droit international spatial. Donc, nous voyons d'une part la réticence de la communauté internationale à être liée par d'autres règles et d'autre part, nous voyons l'élaboration des politiques nationales s'exprimer par le biais des lois nationales. En 1981, nous avons eu
une initiative dirigée par l'Union soviétique sur la prévention d'une course à l'armement dans l'espace, un point qui est resté à l'ordre d'usure des Nations Unies depuis lors avec une proposition d'interdiction du positionnement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique ou en orbite autour de la Terre. C'est le plus proche que nous ayons jamais eu depuis les années, depuis les années 70 de parvenir à un accord. Et malgré les chances de projets de textes, de propositions et une résolution avec d'éventuelles règles, cela n'a jamais pris la forme d'un accord ou d'un traité contraignant. Dans le même contexte, nous avons également eu en 2014, donc beaucoup plus d'années plus tard, une autre résolution qui proposait un projet de texte pour un éventuel futur traité, un effort qui avait déjà commencé depuis 2004. Le titre de la résolution est Non-déploiement d'armes dans l'espace en première, No First Placement of Weapons in Outer Space. Elle interdit à nouveau le déploiement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique, mais encore une fois, nous parlons de résolution, pas de traités internationaux contraignants. En 2019, un groupe d'experts gouvernementaux a été créé avec une résolution de l'ONU chargée de publier un ensemble de directives et de mesures pratiques sur la prévention d'une course à l'armement dans l'espace. Nous avons également eu l'effort interdisant le placement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique, une initiative de la Russie et de la Chine qui a conduit à des projets de traité en 2008 et en 2014, mais encore une fois, aucun traité multilatéral contraignant n'a été signé. Mais le sujet de la prévention d'une course à l'armement dans l'espace n'est pas le seul sujet qui est gouverné par les instruments de soft law. Il y a aussi d'autres initiatives de droit non contraignants. Nous avons les lignes directrices interagences sur la réduction des débris spatiaux, un ensemble de lignes directrices produites par plusieurs agences spatiales nationales en 2002 et qui ont été révisées à quelques reprises depuis. Et nous avons aussi les directives de 2007 sur la réduction des débris spatiaux, un ensemble de directives produites par la Comité d'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique des Nations Unies et approuvées par l'Assemblée générale. Toutefois, c'est des documents qui traitent du problème de plus en plus important de débris spatiaux, ne soient rien d'autre que des directives techniques volontaires que les États peuvent suivre dans la planification de leur mission s'ils le souhaitent. Oui, et ici on voit trois cas où trois pays ont réalisé les essais satellites antisatellites et par résultat, ils ont créé un énorme montant de débris dans l'espace qui sont en orbite autour de la Terre même aujourd'hui. Mais on a également eu quelques autres initiatives de droit souple sous la forme de propositions de codes de conduite. Par exemple, le code de conduite de 2008 qui a été proposé par l'Union européenne. Il s'agit de règles de comportement responsables des États dans l'espace extra-atmosphérique et de mesures de droit souple pour la transparence et le renforcement de la confiance. Concernant ces mesures, les mesures de transparence et de confiance, il existe également un groupe d'experts gouvernementaux qui a été formé en 2010 sous les auspices de l'ONU et qui examine également les mesures de renforcement et de la confiance et de la transparence. Ces mesures sont des normes volontaires et elles sont d'ordre pratique. Leur efficacité a fait en sorte qu'ils sont volontairement respectées par les États. Elles renforcent notamment la coopération et le partage d'informations.
Et puis, il y a aussi la question des acteurs spatiaux privés. À l'heure actuelle, une grande partie des discussions sont de la Comité des Nations Unies sur les utilisations de l'espace pacifique, de l'espace extra-atmosphérique, mais aussi au sein de la communauté universitaire, se concentre sur la place des acteurs privés et l'exploitation des ressources naturelles spatiales. Il n'existe pas de cadre international spécifique qui réglemente cette activité, à l'exception des dispositions du traité sur l'espace extra-atmosphérique et de l'accord sur la Lune, qui interdisent l'établissement de droits de propriété dans l'espace extra-atmosphérique. Étant donné qu'il s'agit d'une activité qui implique principalement des acteurs spatiaux privés et que le régime juridique international interdit le droit de propriété sur certaines parties de l'espace extra-atmosphérique, y compris les ressources naturelles, une règle qui rend le profit privé presque impossible. Donc, une série de lois nationales ont été adoptées en réaction à cette activité et dans le but de favoriser les acteurs spatiaux privés. Donc, les États-Unis d'abord, après le Luxembourg et un peu plus tard le Japon et les Émirats arabes unis ont adopté des lois nationales qui permettaient à leurs entités privées, à savoir des sociétés minières spatiales, de s'approprier les ressources spatiales à des fins lucratives. Les accords d'Artémis vont également dans la même direction. Les accords d'Artémis sont une initiative de soft law de NASA. Il s'agit d'un ensemble de directives proposées par la NASA dans le cadre de son programme Artemis et invite d'autres États à signer des accords bilatéraux avec la NASA sur la base des accords avec des règles beaucoup plus précises. Cette initiative présente comme objectif principal la clarification des règles internationales en place et a été très réussie. Les accords d'Artémis sont apparus en 2020 et en quelques années, dans 5 années, ils comptent environ 54 États qui les ont signés. Dans leur préambule, les accords expliquent que leur statut est en réalité une entente politique entre la NASA et plusieurs États sur les pratiques mutuellement bénéfiques dans le cadre du programme Artemis. Nous avons aussi un groupe de travail qui travaille sur les auspices de copilote de la Comité des Nations Unies sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et qui a été très, très actif. Le groupe de travail sur le groupe de travail sur la viabilité à long terme de l'espace extra-atmosphérique, Working Group on Long-Term Sustainability of Space Activities, qui a élaboré les lignes directrices pour la durabilité à long terme des activités spatiales, qui prévoit à nouveau un espace pour des normes volontaires et qui recommande simplement des normes spécifiques pour le comportement des États dans l'espace extra-atmosphérique en mettant l'accent sur la nécessité d'une solution multilatérale dans un avenir proche. Donc, nous voyons qu'il y a un grand nombre d'initiatives sur les utilisations durables et militaires de l'espace ou encore sur l'utilisation des ressources spatiales, mais elles finissent toutes par être des normes volontaires, simplement parce que le droit souple est beaucoup plus facilement adaptable et actualisable et peut être complètement ignoré si cela cesse d'être avantageux, en tout cas d'un point de vue juridique, pas politique. Mais la réalité est que nous avons actuellement des activités qui impliquent principalement des acteurs spatiaux privés et des technologies extrêmement avancées et que toutes les règles contraignantes que nous avons remontent aux années 60, 70. Ceci soulève la question de savoir si ça signifie que ces règles des années 60, 70 sont si bien pensées et si bien rédigées qu'elles sont toujours pertinentes aujourd'hui, ou
si cela illustre la réticence de la communauté internationale à établir quoi que ce soit de contraignant jusqu'à ce qu'un événement majeur se produise, la forçant donc à réagir, comme par exemple une grande collision causée par des débris ou l'exploitation minière par une entreprise spatiale privée. Ce qui pourrait en fait inciter la communauté internationale à agir d'une manière similaire au lancement du Sputnik 1 dans les années 50, qui a motivé l'élaboration de notre cadre réglementaire aussi. Et sur cela, je voudrais terminer mon intervention et vous remercier encore une fois pour cette aimable invitation. Merci beaucoup. Donc, il ne me reste plus, une fois de plus, à remercier notre conférencière. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette conférence passionnante. Merci à vous tous, tant en ligne qu'en salle, de vous être joints à nous ce soir. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.